Donc, bah voilà, je suis content qu'on puisse faire cette réunion aujourd'hui avec une réunion qui va donc clore une année de réflexion avec la chaire de philosophie à l'hôpital du CNAM et de Cynthia Fleur en particulier, qu'elle va présenter incessamment sous peu. Et donc l'idée est de passer une heure à écouter Clément Cormy et Nicolas Wagner qui ont passé quelques semaines à explorer notre manière de fonctionner. Comme je le disais juste avant, j'ai découvert un mot, le mot ethos, donc tu vas nous expliquer aussi ce que c'est. Voilà, merci beaucoup. Et je crois, Cynthia, que tu voulais dire quelques mots. Tout à fait, je donne quelques mots. Donc effectivement, je vous présente rapidement la chaire de philosophie à l'hôpital, donc qui est une chaire hospitalo-académique en double rattachement, chaire Humanité et Santé, Conservatoire national des arts et métiers, et puis chaire GHU Paris, psychiatrie et neurosciences. Elle est en Creative Commons. Vous avez, trois grandes dynamiques: enseignement, recherche, formation et diplomation, expérimentation et déploiement. Je vais rentrer dans le détail très rapidement pour vous expliquer le travail de Nicolas et de Clément aujourd'hui avec BOPA. Vous montrer un peu comment on fonctionne avec quel est notre écosystème. Donc un écosystème qui est donc juste un point quand même un petit peu particulier. Donc une chaire qui est in situ à l'hôpital mais qui est reliée à une université des patients, qui est sur le site de Sorbonne Université, et puis qui a un volet expérimentation avec des designers, avec des ingénieurs, avec des data scientists, avec des architectes, et donc qui va jusqu'à l'exploration, les proof of concept, les proof of care, et donc qui fait comme ça cette alliance forte avec le faire, la pratique, la clinique, et pas que un aspect proprement dédié aux humanités médicales, mais les humanités médicales, comment elles viennent repenser les protocoles de soins, de traitement, de rétablissement. Juste, voilà, 5 grandes thématiques, et puis je donne la parole à Nicolas. Première thématique qui est sur la résilience et la clinique du développement, et qui renvoie plutôt, je dirais, à des questions de géopolitique de la santé, de hotspot de la vulnérabilité, des questions d'alimentation, de santé mondiale, donc toute la question plutôt de internationale qui est liée et qui est pensée par la chaire. Il y a 2 antennes, une antenne au Mali et une antenne qui est en construction à l'hôpital Panzi. Vous avez tout un pan qui est plutôt sur la nature et le patrimoine, la place de la nature dans la santé, la question du milieu, la question de ce qu'on appelle la pathoplastie, l'architecture et le care. Vous avez un troisième grand territoire qui est le territoire du design capacitaire, et donc qui explique pourquoi nous sommes tellement liés aux designers, aux architectes, aux ingénieurs sur des questions de preuve de concept génératives. Il y a à chaque fois des thèses, des diplômes, des expérimentations, des programmes de recherche qui se font. Et puis 2 grands derniers territoires. Le territoire qui est classique, on s'appelle quand même chaire de philosophie, donc tout ce qui renvoie à la philosophie clinique et les savoirs expérientiels, la clinique du burn-out, la psychiatrie phénoménologique, donc bien sûr toutes ces questions-là. Et puis la dernière question qui nous rassemble aujourd'hui, qui est la question de la santé connectée, de l'intelligence artificielle, du bloc opératoire augmenté, de la garantie humaine, des NTIC liés à la psychiatrie, la santé mentale. Voilà. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous avons déployé ce travail en commun avec BOPA. Et puis, demain, également, une thèse CIFRE qui sera portée par Reliance, par BOPA, par la chaire de philo, et puis par le principal intervenant aussi aujourd'hui, qui est Nicolas. Voilà, à vous. Alors, merci beaucoup, Cynthia, pour la présentation de la chaire. Et donc, effectivement, donc je suis Clément Cormy, je suis doctorant en informatique et j'ai été donc missionné pour 6 mois avec Nicolas Wagner, donc futur doctorant, lui, en sociologie,
pour travailler sur le BOPA, le bloc opératoire augmenté, plus exactement, donc cette chaire d'innovation qui est présidée donc par le professeur Éric Vibert et qui est portée par la PHP. Alors, un bref rappel du contexte. Donc, nous avons été missionnés avec Nicolas pour une étude exploratoire sur 6 mois, entre janvier et juin 2021. Donc, on a rallongé un petit peu cette étude de 2 mois parce que finalement, le bloc opératoire augmenté, c'était un environnement assez prolifique. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se sont passées. Donc, on a été un petit peu à court de temps. Donc, finalement, c'est une étude exploratoire sur 8 mois avec un état de l'art donc qui sera publié autour d'octobre 2021, un pré-terrain au centre hépatobiliaire, donc le CHB, centre hépatobiliaire sur le site de l'hôpital Paul Brousse, avec des observations ethnographiques et des entretiens avec les personnels du bloc au sens large, chirurgiens, anesthésistes, infirmiers anesthésistes, IBOD, aides-soignants, secrétaires de bloc, cadres de santé, etc. Avec donc comme objectif final d'identifier des pistes de recherche futures pour les humanités, pour les sciences humaines, sur cette thématique particulière du bloc opératoire augmenté. Alors la méthode rapidement qu'on a déployée, une revue de littérature basée sur plus de 250 articles de SHS, sociaux, anthropo, psycho, management, CSCW aussi, donc Computer Supported Cooperative Work, des séquences d'observation entre mars et juin au bloc opératoire, donc en condition avec les chirurgiens du centre hépatobiliaire, et une trentaine d'entretiens, donc je vous disais, avec des soignants et des ingénieurs, pardon, que j'ai oublié de citer la première fois. Alors, je vais poursuivre. Donc, comme vous l'avez exposé Clément, il y avait 2 volets en fait dans notre travail. Un premier, donc, qui était un état de l'art et qui avait vocation à débroussailler, si vous me permettez le terme, un petit peu toute la littérature en sciences humaines de ces 50-60 dernières années sur la chirurgie, le bloc opératoire et le bloc opératoire augmenté. Donc, à date, on a structuré cet état de l'art autour de 2 axes. Dans le cadre du premier, on s'est intéressé plus spécifiquement à la figure du chirurgien, à la fois parce qu'elle était centrale dans le projet BOPA, et aussi parce que finalement, il y a beaucoup plus de littérature, donc depuis les années 50, grosso modo, sur la figure du chirurgien que sur la figure de l'IBOD ou de l'anesthésiste, par exemple. Et donc, ce qui ressort à gros traits, c'est à quel point la profession est en pleine refiguration face à diverses mutations sociétales, technologiques, liées aussi au tournant gestionnaire de l'hôpital. Premier volet qui nous a intéressé avec Clément, c'est de comprendre le terme qu'évoquait Éric d'ethos, qui a été forgé par Pierre Bourdieu, et qui correspond à la façon dont on construit et dont on négocie finalement un peu en permanence une identité professionnelle, tout un corpus de valeurs qui structurent une profession. Et la façon dont l'éthos chirurgical, ça a aussi été appelé tempérament chirurgical, a été vécu par les sciences sociales, c'est celui d'un guerrier impasside. Alors le terme est emprunté à Marie-Christine Couchel, qui est une anthropologue spécialiste de ces questions. Une figure qui finalement tourne autour de connotations viriles, militaires, un éthos de la disponibilité permanente à 200%, qui valorise particulièrement l'action, qui est portée par l'adrénaline et une dimension assez manuelle finalement du métier. Ensuite, dans les années 60-80, il y a tout un pan de la littérature, spécifiquement en sociologie des professions, qui s'est intéressé au devenir chirurgien, c'est-à-dire au processus de socialisation, qui fait que progressivement on intériorise, on incorpore cet ethos et il devient soi et le corps finalement l'incarne. Et ce qu'a montré différents travaux, et je pense notamment à ceux d'Emmanuel Zolesio, qui a consacré une thèse à la question au tournant des années 2000, c'est combien le devenir chirurgien est souvent marqué par une intériorisation de la brutalité, de la hiérarchie, pour prendre ses propos par des modalités brutes et brutales. Et en témoigne par exemple le processus de compagnonnage finalement entre les chirurgiens et les internes, qui implique une forme de soumission de l'interne à des attendus hiérarchiques, une répétition extrêmement fréquente de certains gestes techniques,
répétition fréquente qui a parfois été décrite par certains anthropologues comme relevant d'une forme de paranoïa chirurgicale et liée à une culpabilité ancrée de l'erreur chez le chirurgien. Pour m'expliquer, on peut imaginer que si un chirurgien a un jour, au cours de sa carrière, raté un geste ou estime qu'un de ses gestes a pu avoir un impact et créer des complications post-opératoires pour le patient, il va d'une manière ou d'une autre faire une forme de fixette sur ce geste qu'il répercute sur les internes à qui il transmet son métier de cette passion. Et donc c'est cette question de la paranoïa chirurgicale qui illustre plus globalement cette école de la rigueur qu'est la chirurgie. Il y a ensuite des travaux plus en psychodynamique du travail qui ont interrogé finalement quel est le profil un peu psychologique du chirurgien, qui a souvent été décrit comme ayant peu d'appétence pour le relationnel avec les patients. Et ce que ces travaux montrent, c'est fondamentalement, pour le faire un petit peu de façon un peu simple, c'est pas que le chirurgien n'aime pas les patients, bien au contraire, mais c'est qu'il se construit au fur et à mesure de sa carrière une forme d'armure psychique, un terme que j'aime beaucoup, parle de cécité empathique, face finalement à cette intimité, cette violente intimité que constituent au quotidien les opérations, le fait de pénétrer les corps et d'avoir en face de soi les entrailles d'un patient. Et donc voilà, différents travaux qui étudient ce volet-là et ensuite les stratégies de coping développées par le chirurgien pour faire face finalement à cette résonance psychique de son métier. Deuxième gros volet des sciences sociales autour des chirurgiens, elle concerne toujours un peu la sociologie des professions et les études de genre. Elle a interrogé finalement ce que c'était d'être femme en chirurgie. Elle a interrogé la culture chirurgicale de ses dimensions grivoises ou viriles, en montrant combien les rapports sociaux de sexe étaient fréquemment antagonistiques au bloc opératoire. Combien donc, la profession, je ne l'ai pas précisé, mais qui se féminise progressivement, mais qui a longtemps été un bastion masculin et qui l'est encore dans beaucoup de disciplines. Et on voit d'ailleurs une corrélation assez importante entre la proximité du bloc opératoire et la féminisation. Donc plus on est proche du bloc, plus on est sur une chirurgie du dur, moins le taux de féminisation est fort. Il est par exemple de 5 à 6% en chirurgie orthopédique. Et il va être, à contrario, dans les spécialités médico-chirurgicales plus portées, entre guillemets, sur le care, peut-être à des chirurgies orthopédiques infantiles ou d'autres spécialités médico-chirurgicales, il va être à ce moment-là plus élevé. Et ces études, elles ont essayé de montrer finalement quelle était la position des femmes en chirurgie, en distinguant un peu une typologie entre certaines femmes chirurgiens, donc là on parle des années 80 et 90, qui pour s'affirmer dans le métier et faire valoir leur légitimité, confortaient, si vous voulez, ces dynamiques antagonistiques et cherchaient des formes de joutes rhétoriques permanentes avec les chirurgiens. Et voilà, les travaux en sociologie ont montré combien nombre de femmes chirurgiens avaient un patrimoine dispositionnel à la socialisation en milieu chirurgical. Et donc, pour vous donner quelques exemples, on remarquait chez le nombre de femmes chirurgiens qu'elles étaient issues de familles de militaires, qu'elles avaient 3 ou 4 frères, qu'elles appréciaient tout particulièrement les sports de combat. Et donc finalement, toute leur enfance et leur socialisation les avait forgés à cette socialisation en milieu masculin. Troisième grand axe des sciences humaines vis-à-vis de la chirurgie, c'est interroger plus la catégorie professionnelle de la chirurgie à l'aune de l'hôpital contemporain et des autres professions médicales. Et là, ce que les travaux montrent, c'est combien, depuis les années 80, que les années 80 ont signé la fin du chirurgien généraliste. Et finalement, la chirurgie est une profession de plus en plus fragmentée, hyper spécialisée. Aujourd'hui, on est même plus spécialisé, on est même plus chirurgien orthopédique, on est chirurgien spécialiste du genou, voire d'une certaine opération du genou. Les travaux soulignent en parallèle tous les clivages qui peuvent exister entre la chirurgie du dur et la chirurgie du mou, la place spécifique
de la chirurgie esthétique notamment, et combien les choix de spécialités en chirurgie opérés par les internes sont de plus en plus modulés par la possibilité ultérieure qu'ils auront d'aller vers l'hôpital privé. Toujours dans cette dynamique du chirurgien comme identité professionnelle, ce qui est intéressant, c'est depuis la fin des années 80, début des années 90, de fermer. Il y a quelques travaux, mais encore très peu. Alors, il y a quelques travaux, j'espère qu'ils sont pas, que vous m'entendez quand même. Ça va? Ouais, on t'entend, on t'écoute même. Très bien. Des travaux qui montrent depuis le début des années 90 combien l'endoscopie, puis l'arrivée du robot chirurgical ont finalement signé la fin du grand chirurgien, grande cicatrice, et finalement la disparition de l'idéal type du chirurgien barbier, et combien ces technologies ont signé la fin du contact tactile, notamment pour les chirurgiens. Dernier volet, qui étudie la déprime du bistouri, qui est une tribune qui est restée célèbre, parue dans le monde au début des années 2000, et finalement tout le discours politico-médiatique qu'il y a eu autour d'une supposée crise de la chirurgie. Et là-dessus, ce que les chirurgiens dénonçaient au début des années 2000, c'était la hausse des primes d'assurance, le processus d'autonomisation de certaines professions, notamment des infirmières et des anesthésistes, le passage aux 35 heures, le tournant gestionnaire de l'hôpital, etc. Et combien toutes ces dynamiques organisationnelles, finalement, signent un petit peu la fin des grands patrons à l'hôpital. Voilà, slide suivante. Effectivement. Non. Pardon. Deuxième grand axe auquel on s'est intéressé, c'est celui du bloc opératoire en tant que microcosme, finalement socio-temporel bien spécifique, en tant qu'un huis clos au sein de l'hôpital. La première chose que les travaux en anthropologie, et notamment les travaux du sociologue Erving Goffman, sociologue canadien célèbre pour son concept d'institution totale, ces travaux ont montré et ont étudié que toutes les dynamiques de ritualisation et de théâtralisation de l'opération. Et ce qui ressort, c'est combien tout un certain nombre de gestes, de postures déployées par les chirurgiens et les équipes soignantes de manière plus générale au bloc opératoire n'ont finalement pas nécessairement de nécessité biomédicale ou scientifique, mais constituent plutôt des formes de routines sécurisantes et une réassurance face aux risques et à l'anxiété chronique au bloc opératoire. Ensuite, dans les années 80, les travaux en sociologie et en sciences du management, notamment sociologie de l'organisation, qui ont étudié combien le bloc opératoire, où gravitent un grand nombre de professions, comme vous le savez, infirmières, aides-soignants, anesthésistes, chirurgiens, etc., combien il était un lieu assez structurant de définition, de structuration, de négociation des identités professionnelles. Et donc là-dessus, c'est notamment la dynamique et les possibles conflits entre chirurgiens et anesthésistes qui ont pu être utilisés, la montée en compétences progressive de la profession d'IBOD notamment. Ensuite, il y a des travaux qui ont essayé de comprendre quelle était la place du bloc opératoire au sein de l'hôpital. Et finalement, ce qui transparaît, c'est combien, pendant assez longtemps, le bloc opératoire a été une enclave assez préservée et privilégiée de l'hôpital, à laquelle on touchait pas trop. Et tout le processus depuis les années 80 et ce tournant gestionnaire de l'hôpital qui ont créé un certain nombre de conflits organisationnels liés à l'optimisation des process et aux dynamiques du New Public Management imposées au sein de l'hôpital. Donc là-dessus, ça va être de la littérature qui décrit notamment tous les indicateurs et tous les processus d'audit qui ont été développés alors et qui ont beaucoup déstabilisé l'éthos et finalement les valeurs des soignants de l'hôpital public. Ensuite, et sujet qui tient beaucoup à Eric et qui est un petit peu au cœur de la chaire Bopa, cette question de l'erreur chirurgicale. Et là-dessus, ce que les travaux assez variés montrent, c'est et interrogent cette proscription historique de l'erreur au bloc opératoire et le progressif développement d'une culture de la sécurité au bloc opératoire. Donc, une culture de la sécurité, elle vient
d'autres industries à risque, je pense notamment à l'industrie nucléaire et à l'aviation, et progressivement, depuis les années 50-60, elles ont été importées à l'hôpital et au bloc opératoire notamment, qui est un des lieux qui catalyse le plus de risques et d'aléas. Et là-dessus, les programmes de gestion du risque au bloc opératoire, ils ont suivi plusieurs formes, et notamment trois principales. Un premier volet qui a été de cerner et de quantifier et d'objectiver la prévalence des erreurs et des complications post-opératoires, avec la publication rendue obligatoire depuis les années 90 des EIG, des événements indésirables graves. Et donc là-dessus, ça va être tout ce qui est reporting, revue de mort d'immortalité, publication donc des EIG que j'évoquais, et donc qui sont évalués par la HAS en France entre 60 et 95 000 par an. Deuxième grand volet de ce programme de gestion du risque, c'est la question de la formation des équipes, avec des prototypes de formation qui sont venus notamment de l'aviation, qui sont appelés le Crew Resource Management, et qui ont essayé d'impulser des mécanismes d'équipe, d'enseigner quelques bases de coopération, de management et de psychologie aux différentes parties prenantes du bloc. Et enfin, troisième grand axe de ces programmes de gestion du risque, c'est celui de la protocolisation progressive, de la standardisation des procédures, et l'incarnation même de cela, c'est la checklist qui a été largement promue par l'OMS partout dans le monde et qui est imposée par la HAS depuis un peu plus de 20 ans. Et là-dessus, des études des essais randomisés contrôlés ont montré combien elle avait participé à réduire la mortalité au bloc opératoire. En dépit de ces différents programmes de gestion du risque, il n'en reste pas moins que c'est une dimension culturelle à la proscription de l'erreur en chirurgie, qui n'est pas sans rappeler cette question de l'éthique chirurgicale que j'évoquais tout à l'heure et sur laquelle Eric reviendra peut-être en conclusion. Et donc voilà, l'important reste bien de développer des pratiques collégiales, un management plus démocratique et de déculpabiliser l'erreur au bloc opératoire. Voilà, et enfin, dernier axe qui nous a intéressé, c'est celui de la dimension architecturale et finalement assez matérielle du bloc opératoire, et d'essayer d'utiliser ce que notamment les architectes, les designers ont pu en dire. Et là-dessus, ce qui ressort de différents travaux, c'est combien la conception, ça n'en étonnera pas beaucoup, du bloc est régie et régulée par le concept de l'asepsie, et donc la tentative de minimiser autant que possible l'infection et les infections nosocomiales au bloc opératoire, qui a des impacts notables sur le choix des matériaux notamment, et travaux qui étudient aussi le développement d'architecture alternative progressive au bloc opératoire, sous l'effet notamment de dynamiques de qualité de travail, des nouvelles technologies. Et donc voilà, à titre d'exemple, de plus en plus, le fait d'avoir accès à la lumière naturelle au bloc opératoire est quelque chose qui est largement promu. Le concept de hall opératoire, où le bloc opératoire est complètement reconstruit autour de différentes cellules modulables, font partie de ces types d'architecture alternative. Est-ce que tu peux parler plus près de ton micro, parce que ton micro est vraiment pas bon et le son est très très mauvais. D'accord. Alors je vais laisser la main à Clément et je vais essayer de résoudre ça pendant ce temps. Merci beaucoup. Alors, comment je récupère le... Donc là, on va pouvoir revenir maintenant vraiment sur le contexte du terrain qui nous a occupé, donc le contexte du centre hépatobiliaire, où rapidement s'est posé la question de savoir si finalement le CHB c'était un bastion de soignants réfractaires. Alors pourquoi ? Parce que c'est un petit bloc monospécialité, donc qui font exclusivement de la chirurgie hépato-bilio-pancréatique,
pour partie qui est tenu à l'écart des grandes réformes organisationnelles. Et même si on nous explique que depuis 30 ans, il y a un marronnier de projets de fusion avec d'autres, notamment l'hôpital du Kremlin-Bicêtre qui est à côté, toujours est-il que depuis 30 ans, cette fusion ne s'est pas faite et que Paul Brousse résiste. Ensuite, à Paul Brousse, au CHB, on a une communauté de soignants qui est relativement soudée et qui tient à écrire sa propre histoire. On a un faible turnover et on a des liens interpersonnels assez forts, de nature parfois clanique. Alors, je vais vous lire un verbatim d'entretien, mais Paul Brousse, c'est Paul Brousse. Il y a très peu de turnover au niveau du personnel et au niveau des chirurgiens. Ils ont grandi ensemble. Paul Brousse vit un peu en autarcie malgré le fait d'appartenir à un grand groupe hospitalier qui lui-même appartient à une énorme entité qui est la PHP. Voilà, donc ça résume un peu la situation de Paul Brousse dans l'écosystème hospitalier francilien. Il y a une tradition et une culture de l'excellence et du dépassement de soi. Il y a une forme d'élite douce à Paul Brousse. C'est un centre qui est connu nationalement et internationalement pour les maladies du foie en général et la chirurgie hépatobiliaire en particulier. Un rapport au CHB qui est empreint d'affect avec des pratiques qui sont routinières, sécurisantes et parfois peu en phase avec les nouveaux impératifs. Donc ça, on va y revenir sur la diapo juste après, mais on est arrivé à un moment de changement organisationnel dans l'encadrement du bloc opératoire. Et il y a deux anecdotes qui ont un peu cristallisé autour de tous ces changements-là. On va y revenir juste après. Et ensuite, donc, ces réorganisations internes, parfois vectrices donc de déstabilisation, de conflictualité, font que c'est un bloc parfois sous pression avec une nouvelle page d'histoire qui est en cours d'écriture. Alors comment on peut l'illustrer par le verbatim suivant. Donc on nous dit ce qui ne se transforme pas disparaît. Le CHB, ça marche parce qu'on innove. Pour moi, la suite de Paul Brousse, c'est cette transformation technologique du bloc opératoire, indiscutablement. Voilà. Nicolas, je t'en prie. Très bien. Alors, j'ai changé de type de micro. J'espère que vous m'entendez mieux. Nickel. Très bien. Alors, tout à l'heure, moi, ce que j'ai pu vous décrire concernant l'éthos chirurgical a pu peut-être étonner certains et paraître très loin des réalités contemporaines. Et c'est aussi un petit peu nous ce qui a pu nous surprendre et nous interroger avec Clément lors des séquences d'observation qu'on a pu conduire notamment au cours du mois de mars et d'avril. Et ce qui transparaît de notre terrain et de la trentaine d'entretiens qui ont été conduits, c'est combien l'éthos est en reconfiguration et une bascule générationnelle et sociologique est en cours et amène un ethos un petit peu alternatif. Et donc là-dessus, les différentes dynamiques et facteurs qui sont vecteurs de cette configuration, je les ai un petit peu évoqués tout à l'heure. Les quatre grands qu'on a souhaité distinguer, c'est la féminisation croissante de la profession chirurgicale et le bloc à Paul Brousse est à cet égard particulièrement féminisé. Les nouvelles techniques, endoscopie, robot chirurgical et nouvelles technologies au bloc opératoire qui changent beaucoup et redéfinissent les contours de l'opération. Troisième grand facteur, le tournant gestionnaire de l'hôpital, je n'y reviens pas, je l'évoquais tout à l'heure. Et enfin, des nouvelles attentes générationnelles, des jeunes actifs de manière générale, des jeunes soignants en particulier, sur lesquels je vais revenir. Et donc, 4 grandes dimensions qui nous semblent, avec Clément, caractériser cet ethos, ce nouvel ethos en cours de structuration. C'est tout d'abord une plus grande distance quant à la centralité du travail. Historiquement, le chirurgien est disponible à 200%, il enchaîne les gardes, il fait des semaines de 50, 60, pour ne pas dire parfois 80 heures. Et là-dessus, la nouvelle... et voilà, le bloc, c'est sa vie, et certains nous l'ont évoqué comme ça. Et là-dessus, la nouvelle génération, elle décrit un attachement encore prégnant et très prégnant
au bloc opératoire, à la famille que le bloc peut d'une certaine manière constituer, et elle garde une passion tout à fait importante pour le métier, mais aspire à une moins grande, un rapport moins totalisant au bloc opératoire, à une moins grande centralité du travail. Et donc là-dessus, ça va être des chirurgiens ou des chirurgiennes qui nous disent par exemple qu'ils souhaitent certains jours quitter le bloc à 18h, quoi qu'il en soit, pour aller chercher leurs enfants, qui n'aspirent pas forcément à une carrière hospitalo-universitaire de PUPH, et qui voilà, souhaitent garder des temps autres et privilégiés, des loisirs, des relations familiales ou amicales, des activités sociales, des engagements associatifs, etc. Et là-dessus, c'est un mouvement un petit peu plus général, décrit par les sociologues comme une conception plus polycentrique de l'existence, qui parcourt les jeunes générations de manière générale. Deuxième grand pilier de cet ethos alternatif, c'est une plus grande horizontalité des rapports interpersonnels au bloc opératoire. Je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure, les rapports, historiquement, ils sont extrêmement hiérarchiques entre le chirurgien et le personnel paramédical notamment. Et finalement, ce qui transparaît, c'est combien on est passé d'un management au bloc opératoire qui était affectif, qui était maternant, à quelque chose de plus contractualisé, de plus rationalisé d'une certaine manière, et donc ce qu'on a, nous, appelé une professionnalisation des relations de travail. Professionnalisation des relations de travail qui s'illustre aussi par des liens moins pyramidaux avec les anesthésistes, et là-dessus une relation de confiance, alors qui est peut-être particulièrement prégnante à Paul Brousse, et c'est sûrement moins le cas dans certains blocs, mais voilà, là-dessus quelque chose d'une dynamique plus fluide à ce niveau-là, et voilà, des échanges avec le personnel paramédical qui sont aussi plus importants et plus bidirectionnels que par le passé. C'est plus uniquement, pour le faire peut-être de façon un peu caricaturale, des injonctions du chirurgien qui vont vers l'infirmière circulante ou la penseuse, par exemple, mais ça peut être aussi une infirmière qui questionne le chirurgien, qui peut apporter son avis ou de demander des conseils. Et voilà, un autre exemple qui est plutôt en vogue à Paul Brousse, c'est le tutoiement qui s'impose progressivement au sein de la profession. Et là-dessus, dans la relation de maître à élève que j'évoquais tout à l'heure entre le chirurgien et l'interne, et ce devenir chirurgien marqué par des violences verbales et des brimades, des violences symboliques répétitives, un compagnonnage qui est un peu moins exclusif que par le passé et qui est aussi de la même manière plus bidirectionnel. Troisième grand pilier, peut-être le plus finalement saillant, c'est des chirurgiens qui sont plus prompts à exposer, faire part de leur vulnérabilité. Et finalement, pour le faire simple, c'est le chirurgien est un homme, et comme tout homme, il est faillible. Et pour une profession qui s'est construite dans un certain hubris, avec voilà, des comparaisons fréquentes qui étaient esquissées entre les chirurgiens et la figure de Dieu, là-dessus quelque chose qui va dans le sens d'une reconnaissance plus importante de la vulnérabilité du chirurgien. Comment ça se manifeste et comment ça se traduit au bloc opératoire? Par une affirmation, une reconnaissance plus importante de l'interdépendance des équipes au bloc, et du fait qu'une opération est toujours une coopération finalement. Et donc voilà, là-dessus, avec des chirurgiens qui vont nous affirmer dans des entretiens que voilà, sans le reste des équipes infirmières, aussi logistiques, brancardiers, etc., il ne serait, de leur dire, et pour en citer certains, pas grand-chose. Autre facteur qui contribue et qui est à nouveau au cœur de la chaire Bopa, c'est un changement du rapport à l'erreur qui, alors à nouveau, c'est un mouvement de fond qui avance peut-être timidement dans la profession et qui est peut-être plus marqué à Paul Brousse, mais voilà, un partage, retour d'expérience autour de l'erreur qui est plus important qu'il n'a pu être par le passé, une erreur qui est tout simplement plus aisément verbalisée et par les chirurgiens. Un humour au bloc opératoire qui peut être lui aussi renouvelé, et qui, là-dessus, toujours dans la dynamique que je décris,
est plus partagé, il n'est plus le seul apanage du chirurgien. Humour qui est marqué par une plus grande autodérision sûrement du chirurgien que par le passé. À titre d'exemple, on a pu assister avec Clément des opérations où des chefs de clinique ironisaient tout le long sur combien elles auraient besoin que leur maman soit présente au bloc opératoire et combien elles éprouvaient des difficultés dans tout le déroulé de l'opération. Et c'est un humour qui là-dessus était partagé avec les équipes, avec des e-bots qui relançaient des blagues et diverses conversations à ce niveau-là. Exposition de sa vulnérabilité qui est enfin marquée par l'affirmation d'un besoin d'assistance technique plus important. Et là-dessus, un des exemples assez saillants au sein de Bopa, c'est la question du chatbot de Henri, projet porté par Marc-Antoine Allard, et la façon dont finalement ce projet de chatbot est souvent présenté, c'est dire le chirurgien est faillible quand il sort d'une transplantation hépatique qui a duré 10 heures et qui s'est déroulée en pleine nuit. Le chirurgien est crevé et le compte-rendu post-opératoire qu'il rédigera sera nécessairement lacunaire, incomplet, et là-dessus, il a besoin d'une assistance technique pour l'aider à enrichir, pour l'aider à rédiger tout simplement ce compte-rendu et à faire en sorte qu'il soit plus complet et de façon, en filigrane, de façon implicite, peut-être inconsciente, c'est finalement une forme d'exposition de la vulnérabilité du chirurgien qui en ressort. Dernier grand pilier, c'est une intellectualisation plus importante peut-être du métier que par le passé. Longtemps, les chirurgiens ont décrit leur métier avant tout par l'aspect manuel du métier. Et si là-dessus, cette passion pour le contact tactile avec la chair est toujours présente et voilà, beaucoup de chirurgiens font part de toute l'esthétique que ça a. Beaucoup soulignent une dimension plus cérébrale du métier, combien ils peuvent être lassés après un certain nombre d'années par cette dimension manuelle, et finalement combien la dimension stratégique d'essayer de penser en amont l'opération, de conceptualiser, combien la prise en charge de manière plus holistique du parcours du patient et ce qui donne et fait sens pour eux. Intellectualisation du métier qui se traduit aussi par un intérêt croissant pour les dynamiques d'innovation et finalement le fait de faire avancer la profession, de développer des nouvelles compétences. Et certains chirurgiens, dans le cadre de Bopa, sont amenés à développer certaines compétences en traitement automatisé des langues, par exemple, et ça traduit, à notre sens, cette intellectualisation du métier. Clément, je te redonne la main. Donc, on en parlait un petit peu tout à l'heure. Ce qui a été assez prégnant, c'est que dans tout cet environnement finalement très technophile, en tout cas très technologique, où effectivement il y a une appétence de la part des équipes pour ce qui se fait, on a quand même pu constater qu'il y avait une certaine réticence au changement. Alors il y a deux éléments qui ont été particulièrement intéressants à suivre. Premièrement, c'est la disparition du programme opératoire sur un grand tableau blanc. Ce programme opératoire, avant, donc, il était sur un tableau Velleda qui recouvrait quasiment un mur entier quand on descendait dans les couloirs du bloc opératoire. Et ça permettait d'avoir... alors, nous, on l'a pas vu effectivement installé, mais de ce qu'on nous explique... Quand ça changeait de salle, il y avait des grandes flèches qui traversaient tout le tableau. Quand les jours changeaient, etc., on pouvait voir le programme opératoire sur 15 jours. À plus ou moins, on effaçait, on recommençait, etc., etc. Et donc, avec l'arrivée d'une nouvelle équipe d'encadrement, poussée aussi par les transformations plus globales qui existent à la PHP, il a fallu remplacer ce tableau pour se mettre en conformité et avoir un programme opératoire qui était numérique. Donc à partir d'un logiciel qui est partagé maintenant par une grande partie des blocs opératoires de la PHP. Donc il a fallu suivre le rythme. Et en fait, ce changement qui peut paraître un peu anodin, un peu dans l'air du temps, finalement a vraiment cristallisé. Cristallisé, mais du côté des équipes paramédicales. Et quand on en a discuté avec les équipes de chirurgiens, aucun
nous a parlé d'un quelconque problème avec cet écran, tout le monde nous disait ah bah oui c'est super, enfin du coup oui il a fallu 2 jours pour s'adapter au changement mais pas de problème etc. Et puis de toute façon quand on va un peu dans les autres blocs opératoires c'était déjà comme ça donc on se doutait bien que ça allait arriver. Il y a eu vraiment un décalage entre cette représentation du tableau blanc par les chirurgiens et par les équipes paramédicales. Et les équipes paramédicales, vraiment pour elles, ça a été, donc IAD, IBOD, ça a été vraiment quelque chose, ça a été compliqué de voir disparaître ce tableau blanc et être remplacé par une télé, donc alors qui était trop petite, où le logiciel se mettait en veille trop rapidement. Du coup, il fallait tout le temps le relancer avec le poste qui n'était pas sous la télé, mais dans une autre pièce. Donc, il fallait y aller, il fallait taper le mot de passe qu'on connaissait pas, etc., etc. Donc, il y a eu quelques challenges techniques et c'est quelques difficultés, on va dire techniques, ou plus que difficultés, c'est contraintes techniques imposées par ce changement. On réussit à cristalliser un petit peu. Un autre changement qui a peut-être été encore plus marquant et là qui a concerné beaucoup plus les IBOD, elles sont passées de tables d'installation du matériel donc dans les couloirs. Donc le matériel était organisé de manière horizontale sur des tables. C'est passé à des colonnes verticales parce que aussi le nouvel encadrement trouvait que ça faisait vraiment fouillis. En déplaçant les tables, il y avait du matériel qui pouvait tomber. Du coup, c'était du matériel qu'on pouvait pas réutiliser, etc. Donc, l'encadrement a fait le choix d'installer plutôt des colonnes. Donc, on peut se dire que l'idée était bonne. En plus, il y avait une certaine, dans la manière, en tout cas, dont avait été pensé le rangement des colonnes, il y avait quelque chose finalement d'assez procédural qui respectait un peu les temps opératoires. Voilà, pour le temps 1, je vais avoir besoin de sondes urinaires pour sonder mon patient avant l'anesthésie, au moment de l'anesthésie. Donc, du coup, ça, elles vont être plutôt en bas. Et puis, on va descendre au fur et à mesure en fonction du matériel dont on peut avoir besoin au cours de l'opération. Et en fait, les IBOD, alors en tout cas certaines IBOD moins grandes que les autres avaient du mal à aller en hauteur. Les chariots étaient plus lourds parce que plus chargés. Avant, en fait, sur leur fameuse table, elles ne mettaient que le matériel dont elles avaient besoin au cours de l'opération, alors que là, on a plus large. C'était une réserve de matériel un peu plus large. Donc, si je partais sur une opération A et que, je pouvais avoir du matériel qui n'était pas directement utile au cours de cette procédure. Donc voilà. Du coup, ça a été quelque chose aussi d'assez marquant dans les transformations qu'il y a pu y avoir au bloc opératoire. Donc, comment on peut analyser tout ça? On a un peu quatre angles d'attaque pour cette analyse. Donc, les fameuses routines sécurisantes qui, dans un contexte de stress et d'anxiété chronique, qui est le bloc opératoire, parce que même si Paul Brousse, c'est majoritairement de la chirurgie froide, donc il y a moins d'urgence, c'est plus des blocs qui sont programmés avec des procédures qui sont pensées en amont, en staff, etc., etc. Ça reste un environnement stressant parce que la chirurgie hépatobiliaire, c'est une chirurgie quand même de précision, c'est une chirurgie, les opérations sont longues, etc. Donc quelque part, ces routines participaient à sécuriser l'entièreté de l'équipe médicale et paramédicale. Autre angle d'analyse, la vie sociale et l'esthétique des objets du bloc opératoire. Finalement, on a investi certains objets au bloc opératoire plus que de raison peut-être parfois. Il y avait une vraie dimension. Parfois, quand on écoutait les IAD nous parler de ce tableau blanc, il y avait une vraie dimension sentimentale de ce tableau blanc. Troisième angle d'attaque. Ces changements sont arrivés en même temps qu'une nouvelle équipe d'encadrement. Donc, est-ce qu'il y avait une transgression politique aussi face à la hiérarchie, montrer que, attention, à Paul Brousse, on fait comme ça depuis 30 ans. C'est quelque chose qu'on a souvent entendu. Alors, qui a été autant mis en avant que critiqué de la part des équipes, cette espèce de stabilité Paul Broussienne. Mais voilà, en tout cas, ces changements se sont produits en même temps que l'arrivée d'une nouvelle équipe d'encadrement. Donc, est-ce que ça a participé d'une transgression politique face à cette hiérarchie? Et enfin, une garantie d'efficacité et d'efficience requise, puisque derrière cette installation en tour,
par exemple, il y avait le sous-jacent aussi de moins perdre de temps parce que même si les IBOD, alors les anciennes IBOD qui sont là depuis très longtemps savent que quand elles opèrent avec le chirurgien Intel, elles vont avoir besoin de ça et du coup, elles organisent leur matériel en conséquence. Mais même si les équipes sont relativement stables, il y a quand même des nouvelles IBOD qui arrivent occasionnellement. Et quand il manque du matériel et qu'il faut aller le chercher à l'autre bout de la réserve et du coup pendant ce temps-là le chirurgien le patient est sur la table, le chirurgien est en train d'opérer, etc. Ça aussi, ça peut être générateur de stress ou en tout cas d'une tension qui peut être palpable dans le bloc opératoire. Le spectre d'analyse va vraiment maintenant de BOPA sur le cadre de l'innovation. Là, finalement, on présente un petit peu ce qui serait vraiment les motivations originelles d'un bloc opératoire augmenté ou d'une chaire d'innovation au bloc opératoire. L'innovation se fait en ce moment, il y a quand même depuis une dizaine, une vingtaine d'années, il y a quand même le tournant gestionnaire et les contraintes financières qui pèsent sur l'hôpital public de manière générale, ce qui a pu avoir comme conséquence de brider les capacités d'innovation. On est dans des cycles de recherche et de développement qui sont de plus en plus coûteux, qui sont de plus en plus restreints en termes de temps. Il ne faut pas oublier que, alors, même si c'est pas complètement vrai, notamment à Paul Brousse, mais ceux qui font de la recherche ont quand même des postes hospitalo-universitaires, donc c'est pas l'ensemble des équipes médicales qui ont des postes hospitalo-universitaires, même s'ils travaillent dans un centre hospitalo-universitaire. Donc, réduction du cycle de vie de ces produits, allongement des périodes de recherche et de développement. Il faut accepter, quand on fait de la recherche, un taux d'échec. Tous les produits, 100% de ce qu'on essaye de développer ne va pas au bout. Donc, pour essayer de limiter tout ça, le public a délégué toute ou partie de l'innovation au privé. Donc, des entreprises privées, alors des grands groupes comme des startups, se lancent sur des segments d'innovation. Et ce qui est parfois contestable, c'est que souvent, ils se lancent là où il y aurait du business derrière, parce que ça reste une logique privée, mais qui ne traduit pas forcément un besoin réel au bloc opératoire pour les chirurgiens. Donc, il y a cette première tension qui apparaît à ce niveau-là. Ensuite, dans le même temps, un nouveau paradigme de l'innovation qui vient placer l'utilisateur final au centre de la démarche de conception. Et donc, BOPA va même plus loin parce qu'on n'a pas juste mis des chirurgiens autour de la table en leur demandant de quoi vous avez besoin. On les a intégrés, ils discutent tous les jours avec des ingénieurs. Alors, ce qui n'est pas sans poser quelques problèmes, on verra ça à la fin. Mais ils discutent tous les jours avec des ingénieurs, ils discutent tous les jours avec des industriels, ils discutent tous les jours avec des décideurs, avec des sphères de la PHP, etc. Et puis, ils discutent aussi depuis au moins un an avec les sciences humaines pour essayer de créer une synergie globale, d'essayer d'emmener tous les acteurs possibles autour de l'innovation. Le CHB semble être un environnement en tout cas assez favorable, assez propice à l'innovation, parce que justement, ce petit bloc, tout le monde se connaît, on est tous les chirurgiens se connaissent comparé à d'autres structures. Donc, c'est un bloc opératoire où on a 5 salles opératoires. Donc, encore une fois, monodisciplinaire. Donc, par rapport à des grands blocs opératoires qu'on peut connaître à la PHP, où il y a une vingtaine, une trentaine de salles, où on a des orthopédistes qui croisent des chirurgiens digestifs, qui croisent des gynécologues et qui croisent des chirurgiens pédiatriques, où du coup, on nous a même décrit certains blocs opératoires où les appels pour les salles, une fois que les blocs étaient prêts, se faisaient au micro dans des grands couloirs. Là, on est complètement loin de ça. Là, justement, vous allez sur la petite télé qui a remplacé le tableau blanc pour aller voir dans quelle salle vous opérez. Mais en fonction, généralement, de ce que vous allez réaliser comme procédure, vous savez à l'avance dans quel bloc opératoire vous allez être. Si vous faites de la cœlioscopie, vous savez que c'est plutôt tel bloc. Si vous faites... si vous avez besoin de plus de place pour faire de l'imagerie en paire opératoire, etc., vous allez plutôt prendre ce bloc opératoire. Voilà. Donc, il y a une configuration, cette configuration vraiment de petits blocs qui permet de porter l'innovation. C'est beaucoup plus facile d'emporter ses collègues
que l'on connaît très bien, les chirurgiens qu'on connaît très bien, dans des projets comme ça, que de le faire dans des grands blocs opératoires qui sont complètement impersonnels. Du coup, on est passé d'une innovation très verticale à un processus d'innovation beaucoup plus horizontal, mais horizontal qui va aussi poser quelques problèmes, puisque chaque acteur vient mobiliser son corpus de connaissances. C'est-à-dire que les ingénieurs arrivent avec leurs connaissances des problèmes techniques, de ce qu'ils savent faire. Ils doivent déjà s'approprier la culture du bloc opératoire, comprendre ce dont le chirurgien a besoin. Parfois, le chirurgien doit comprendre que techniquement, ce qu'il demande n'est pas possible. Voilà, il y a aussi ça va vraiment dans les deux sens. Et c'est quelque chose qui a parfois ces deux mondes qui ont parfois du mal à se comprendre. Alors, pareil, des verbatims issus d'un entretien qu'on a pu faire avec un chirurgien. Donc, il nous dit les ingénieurs ne connaissent pas le bloc opératoire. C'est difficile de leur expliquer les conditions du bloc. De l'autre côté, il y a aussi les médecins, les chirurgiens qui ne comprennent rien à la technologie. La différence entre une caméra RGBD et une caméra LiDAR, par exemple, c'est difficile à expliquer. Donc, on prend le temps, on en parle, mais on ne comprend rien. Et on se revoit une semaine plus tard pour se réexpliquer ce qu'on s'est déjà dit la semaine d'avant. C'est à double sens. Il n'y a pas que les ingénieurs qui comprennent rien, hein. Il y a aussi les médecins qui ne comprennent pas et qui ne comprennent pas pourquoi ça n'avance pas. Voilà. Donc ça, c'est un verbatim qui nous semblait refléter assez bien ces difficultés de communication entre ces deux mondes qui, pour autant, se côtoient tous les jours et travaillent ensemble. Nicolas. Oui, je vois qu'on est rattrapé par le temps. Eric, est-ce qu'il nous reste 5 minutes encore? Oui, on avait dit qu'on allait jusqu'à 16h30 au total avec les discussions, donc tu peux y aller. D'accord, très bien. Très bien. Bah, écoutez, pour finir, toujours sur ce projet BOPA, et par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure autour de l'avènement progressif d'un ethos alternatif de la profession chirurgicale, finalement, BOPA nous semble autant révéler qu'amplifier ces dynamiques. En quoi est-ce que BOPA révèle l'avènement d'un ethos alternatif? Parce que c'est un projet qui mobilise globalement la nouvelle garde chirurgicale. Alors tout à l'heure, j'ai pas mis de borne d'âge, et je ne sais pas si elles sont pertinentes, mais pour faire un petit peu simple, globalement, ce sont des chirurgiens en dessous de 50 ans. Et voilà, la plupart des responsables, la plupart des responsables qui portent certains blocs de BOPA ont la quarantaine. La plupart ne sont pas encore ou ne sont pas tout court PUPH. Deuxième révélateur, c'est le fait qu'un certain nombre de projets, tout à l'heure j'évoquais le chatbot, il y a aussi le dispositif de réalité virtuelle qui vise à détendre les soignants et à leur faire atteindre une forme d'homéostasie avant l'opération. Et voilà, ces deux projets, mais il y en a d'autres, illustrent finalement une recherche de soins plus efficients, mais aussi de qualité de vie au travail des équipes, que ce soit du gain de temps, l'amélioration de l'environnement, du bien-être du patient, et donc finalement des thématiques un petit peu nouvelles et qui étaient moins mises en valeur jusqu'à présent. Et enfin, c'est des projets qui mobilisent des dynamiques partenariales, qui créent et renforcent une interdépendance entre chirurgiens et gens du bloc. Et finalement, un certain nombre de ces technologies, le tableau blanc qu'évoquait Clément tout à l'heure en est un autre exemple, tendent à renforcer la dépendance des chirurgiens au personnel paramédical, parce que c'est souvent le personnel paramédical qui va paramétrer en amont, installer, démarrer le matériel, mais aussi des dynamiques et des coopérations nouvelles qui font que finalement le bloc devient un petit peu hors les murs. C'est le cas des coopérations chirurgiens-ingénieurs qu'on évoquait à l'instant, ou même des coopérations chirurgiens-sciences humaines, comme l'illustre notre étude. Et amplificateur, alors là, c'est peut-être un petit peu tôt pour le dire, parce que le stade de maturation de différents projets est inégal et que la plupart ne sont pas encore déployés à date. Mais comme je l'évoquais tout à l'heure, la faillibilité du chirurgien finalement constitue un postulat implicite d'un certain nombre des projets de BOPA. Ces projets vont créer des interdépendances. Et voilà, je vais pas revenir sur l'exemple du chatbot que j'évoquais tout à l'heure. Clément, si tu peux aller à la slide suivante, s'il te plaît.
Notre projet de recherche, enfin, il avait pour vocation de dessiner un petit peu quelques futures perspectives de recherche. Je vais évoquer celles plus concrètes qui vont démarrer à compter de la rentrée. Mais voilà, si on devait un petit peu les thématiser, il y a cette question de l'émotion et des affects. Voilà, et c'est une des grandes dynamiques de BOPA, cette question du management de l'innovation, mais aussi du management du changement et des questions de la réticence du changement. Et finalement, là où l'anthropologie, entre autres, et les sciences humaines de manière plus générale, ont peut-être quelque chose à dire, c'est sur comprendre toute cette dimension sentimentale, affective du rapport aux outils, du rapport aux technologies, du rapport aux personnes, au bloc opératoire, et de voir combien prendre en compte ces affects, c'est une condition sine qua non d'un certain nombre de transformations organisationnelles et du déploiement et de la réussite du déploiement des outils de BOPA. Et toujours dans cette question d'affect, un des grands volets des recherches à venir s'interrogera sur la façon dont ces outils sont in fine appropriés par les équipes sur le terrain. Deuxième grand axe, peut-être plus de recherche fondamentale, c'est de s'interroger sur la question du corps. On le sait bien, une des conditions finalement de l'acte chirurgical, c'est une certaine forme d'objectification transitoire du corps du patient par le chirurgien. C'est finalement la condition de l'opération. Et là, les différentes dynamiques, le tournant sociétal, avec MeToo par exemple, qui a contribué à mettre en lumière la sexualisation de la relation soignant-soigné, le tournant numérique qui éloigne finalement les corps, qui fait perdre une partie de la dimension peut-être clinique ou tactile tout du moins du métier, le tournant plus hygiéniste, conjoncturel mais peut-être structurel apporté par la crise sanitaire, constitue autant de dynamiques qui interrogent la place des représentations du corps en chirurgie, et c'est quelque chose qui nous paraît intéressant de creuser à l'avenir. Il y a cette question de l'interface homme-machine, finalement, de se demander si les différents outils comme BOPA vont favoriser une moindre focalisation du chirurgien sur la technique, qui va pouvoir, du coup, ce chirurgien qui va pouvoir avoir plus de temps et peut-être plus de disponibilité psychique et mentale pour enrichir et entretenir sa relation avec le patient, ou est-ce qu'elles vont, à contrario, créer une forme de focalisation sur la technique, peut-être au début parce qu'elles ne sont pas forcément maîtrisées, voire se demander si elles vont prolonger l'ubris, la dimension un peu démiurgique de la profession. Se demander aussi comment les chirurgiens, les soignants de manière générale se représentent ces outils, cette question de l'agentivité, c'est-à-dire de se demander quel est finalement le pouvoir et la marge de manœuvre détenue par l'outil lui-même, et par l'outil, mais aussi par la donnée. Peut-être, ça sera un des axes des recherches à venir, tout autant que se demander finalement quelles sont les stratégies mises en place par les soignants et les chirurgiens face au possible risque de démobilisation cognitive liée à une forme de focalisation sur l'outil. Et ensuite, et c'est en lien avec cette question de l'interface homme-machine, la question du savoir, plutôt des savoirs, et de la légitimité des savoirs, et finalement se demander quelles vont être les interactions, les points de friction entre le savoir expérientiel du soignant, qui est lié à son expérience phénoménologique, au fait au quotidien qu'il est en contact avec le patient, avec son corps, dans un contact incarné et charnel, et le savoir plus arithmétique, qui est apporté par la machine, par l'intelligence artificielle, qui, sur la base de données quantitatives macro, peut parfois mieux savoir, entre guillemets, ou avoir un taux de réussite plus important que le chirurgien. Donc voilà, là-dessus, se demander, d'autant que certains outils, je pense à la technologie CAR Syntax notamment, mais ont vocation à terme à pouvoir, au fur et à mesure et au fil de l'opération, conseiller le chirurgien, lui suggérer certaines pistes, se demander voilà, quel va être le rapport entre ces deux types de savoirs. Et enfin, un très grand volet qui reste à écrire sur toute la dimension éthique. Il y a quelques travaux, mais ils sont assez rares, qui étudient l'éthique spécifique de la profession chirurgicale, l'éthique de l'action, l'éthique du travail bien fait, l'éthique de la relation. Mais toutes ces nouvelles technologies vont apporter des enjeux nouveaux. Pour prendre un exemple par rapport au chatbot d'Henri, est-ce qu'il faut demander l'accord de toutes les parties prenantes du bloc opératoire avant d'activer Henri, puisque Henri, de facto,
à terme, a vocation à pouvoir écouter et comprendre tout ce qui se passe. Si jamais un soignant ne souhaite pas être que sa voix soit enregistrée par Henri, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il est exclu de la salle d'opération? Est-ce qu'il opère dans une autre salle? Voilà, c'est juste un exemple, mais qui illustre, à notre sens, tous les enjeux éthiques qui sont finalement assez concrets, hein, comme vous le constatez, qui vont structurer ces projets, cette transformation de la culture de la sécurité, ce règne de la donnée. Et dernière slide enfin, concernant la chaire de philosophie en tant que telle, quelles sont les suites à ce projet? Comme le disait Clément au tout début, donc l'état de l'art et cette étude exploratoire qu'on a conduite ont vocation à être publiées dans le cadre d'un rapport de la chaire au début de l'automne. Il y a ensuite différentes valorisations académiques de la recherche qui sont prévues. Alors celles qui sont pour l'heure actées, donc c'est une synthèse très courte de l'état de l'art qui apparaît dans la revue Soins à l'automne. Une communication, on a appris ce matin qu'elle a été retenue pour un colloque de la Société d'ethnologie française qui essaye d'analyser le bloc opératoire au prisme du concept forgé par Erving Goffman d'institution totale, qui a été forgé pour essayer de comprendre finalement quel était le rôle et le fonctionnement d'institutions comme l'hôpital psychiatrique ou la prison. Et nous, on va essayer de voir à quel point ce concept est pertinent ou non pour étudier le bloc opératoire. Et un article qu'on a soumis il y a peu, et notre abstract a été retenu pour la revue Anthropologie et Santé, et qui synthétise et revient sur différents volets de la recherche qu'on vous a présenté autour de ce renouveau de l'innovation chirurgicale et de cette affirmation de l'éthos. Dans les autres déclinaisons et en termes de vulgarisation un peu scientifique autour du projet, la chaire de philosophie va initier un séminaire à la rentrée à l'hôpital Sainte-Anne, donc séminaire mensuel, avec 10 séances prévues de 2 heures, qui ont à chaque fois vocation à inviter un soignant. La plupart du temps, ce sera un chirurgien et quelqu'un provenant des sciences humaines. Alors, le panel est assez varié, anthropologues, sociologues, psychologues, ergonomes, entre autres, font partie des invités. Et donc voilà, le programme vous sera communiqué très prochainement. La première séance aura lieu le 29 septembre avec Cynthia Fleury. Lors de la deuxième séance, on aura le plaisir d'accueillir Marie-Christine Pouchel, qui est anthropologue autour de cette question de l'éthos chirurgicale. À la séance suivante, on aura une sociologue, professeure Régine Berco, spécialiste des questions de genre au bloc opératoire, et Orina Ciaccio, qui interrogeront cette question de la féminisation de la profession. On aura une séance consacrée à la dimension sacrée et au rôle de la transgression au bloc opératoire, pour lequel on recevra le docteur Michel Caillol, qui est chirurgien orthopédique, qui a écrit une thèse sur la question, ainsi qu'une chercheure en sciences du management, qui est actuellement chef de cabinet du directeur général de l'ARS Île-de-France, et qui a écrit une thèse autour du rôle et des fonctions des transgressions au bloc opératoire. Voilà, donc programme qui vous sera communiqué tout prochainement, et dans les autres suites, donc il y a une thèse CIFRE avec Reliance et Cham qui va débuter à compter de septembre pendant 3 ans autour des enjeux socio-anthropologiques et éthiques du bloc opératoire augmenté. Donc thèse que je réaliserai et qui sera co-dirigée par Éric Vibert et Cynthia Fleury. La chaire de philosophie à l'hôpital accueillera également en stage une interne qui étudiera elle aussi, une interne en chirurgie qui étudiera la question des facteurs humains dans le contexte plus spécifique de l'ORL pédiatrique. Et enfin, il y a des pistes de collaboration à esquisser qui seront peut-être discutées tout à l'heure en copile avec la chaire d'ergonomie du CNAM. Voilà, merci beaucoup pour votre attention, et on est à disposition avec Clément pour répondre à d'éventuelles questions.
Non, parce que sinon, on est assez vite. Très bien. Merci beaucoup je trouvais ça passionnant, absolument passionnant. Je suis assez fier qu'on a réussi à faire ça, parce que finalement, c'est simple de faire de la technologie au bloc opératoire. C'est beaucoup plus difficile de faire ce qu'on a réussi à faire, parce que c'est vraiment une modification complète de notre manière de voir les choses. Et donc, on a osé se mettre à poil et puis aller discuter avec les gens. Donc, je trouve ça bien. J'ai peut-être que Oriana, qui a été particulièrement proactive dans la réalisation de ce programme, va réagir. Et puis ensuite, je dirai quelques mots et je vous poserai quelques questions. Voilà. Oriana. Tout d'abord, je voulais vous remercier. La présentation a été vraiment remarquable et j'avais déjà un peu entendu et lu sur votre projet et c'était vraiment remarquable. C'était très, très bien. Ce qui m'impressionne, c'est la capacité que vous avez eue d'analyser des choses que pour nous, c'est du quotidien, mais dans un point de vue qui nous est complètement inconnu. Cette capacité analytique, cette capacité à démembrer des simples gestes, des routines, des choses que nous on fait, mais auxquelles parfois on ne porte pas d'attention, mais en fait, vous avez compris, analysé d'un point de vue différent, et ça va nous permettre aussi de nous améliorer, parce que vous nous avez montré nos points forts, aussi nos faiblesses, les points d'attrait entre les différentes équipes, les conflits générationnels, et je pense que tout ça, ça va être un point de départ pour pouvoir améliorer nos résultats au bloc opératoire, pour pouvoir améliorer les travail en équipe, la communication entre générations différentes. Donc, vraiment, merci beaucoup pour ce travail qui est excellent, vraiment. Oui, je ne sais pas s'il y a des questions parmi les gens qui sont connectés, des remarques. Moi, je peux faire une remarque globale pour aller un petit peu dans le même sens, alors pas de l'autosatisfaction, mais de dire que effectivement, ce qui est très riche avec ce terrain de BOPA et puis cette visée malgré tout anthropologique et des humanités médicales sur BOPA, c'est que ça raconte bien sûr demain des choses pour faire évoluer BOPA, ça c'est évident, mais en fait, plus globalement, pour faire évoluer bien évidemment la médecine en règle générale, le rapport au corps en règle générale, le rapport aux sciences médicales et à l'IA et à l'intelligence artificielle. Donc en fait, il se joue quelque chose de matriciel qui va renvoyer bien sûr à BOPA, mais qui vient raconter des transformations paradigmatiques pour quantité d'autres endroits du monde du soin et de l'innovation liée à la santé. Donc c'est un théâtre, c'est vrai, très pertinent parce que effectivement, il fonctionne à la fois comme un sanctuaire et en même temps, on voit qu'il est traversé extraordinairement poreux. Il est traversé par toutes les dynamiques qui viennent interroger aujourd'hui l'hôpital, le rapport au corps du patient, le rapport à la fonction soignante. Et là, il y a une espèce de condensé absolument clé. Ensuite, ce qui est très intéressant, je trouve, c'est qu'il y a des choses contre-intuitives au sens où on a une entrée malgré tout dans la reconnaissance, dans l'éthos du chirurgien des vulnérabilités, de la faillibilité, mais précisément au même moment, ce sont des leviers capacitaires pour que ce soit encore plus technique, pour que ce soit encore plus sophistiqué. Et donc, je trouve ça vraiment intéressant d'avoir cette conjugaison d'ultra-compétences et en même temps de travail capacitaire autour de la vulnérabilité, alors que par le passé, on avait plutôt une tendance à vouloir nier ces points-là, alors qu'aujourd'hui, on en fait vraiment des points d'intelligence de l'enseignement, voilà, des points critiques qui viennent au contraire
montrer la complexité des situations, et donc ça transforme aussi les logiques d'apprentissage, ça transforme la manière dont on fait, bien évidemment, on transmet ses gestes, etc. Donc ça, je trouve que vraiment très intéressant. Ça nous enseigne aussi beaucoup de choses sur l'attractivité aussi du métier. On voit que voilà, il y a des déplacements de l'attractivité du métier. On voit également, je pense, comment pour que ça marche, en fait, il faut qu'au bloc, il y ait aussi quelque chose d'endogène, d'ultra spécifique. Alors, je parle pas de spécialisation, mais je parle de, si vous voulez, de cet ethos collectif qui se joue dans chaque bloc et qui fait que là, on nous a expliqué à quel point il y avait, comment dire, une spécificité paul-broussienne, etc. Mais en fait, je pense que c'est quelque chose qui est une vérité qui se joue aussi ailleurs et que c'est nécessaire pour que précisément une technicité soit assimilée, pour qu'une technicité soit opérationnelle, etc. Et donc, ça aussi de montrer, voilà, comment dans le bloc, il y a tout ça, il y a cet ethos collectif qui fait partie du bloc et qui est nécessaire à la performance du bloc. Je trouve ça, on le sait bien évidemment, mais je trouve que c'est ce type de travaux vraiment remettre ça en exergue de façon très très forte. Et puis bon, il y a énormément de choses, hein. On l'a vu, la question de la culture, de la sécurité demain, la question de l'erreur, la question des rapports de sociaux qui viennent ou pas freiner des conduites de changement. Bon, voilà. Donc c'est vrai que c'est très riche et pour le coup, moi je suis très heureuse que ce soit un travail au long cours. Nicolas a dit pour 3 ans, on espère. Je dis ça parce que parfois les thèses sont plus longues et pas nécessairement volontairement, mais en l'occurrence, le but est que ce soit de toute façon au long cours, indépendamment de cette thèse. Voilà. Oui, merci beaucoup. Je rebondirai sur un truc très intéressant, c'est qu'en fait, la sociologie et l'anthropologie nous apprennent un nouveau vocabulaire. En fait. Le truc, c'est que c'est un monde totalement différent du nôtre. Et c'est une manière de réfléchir différente. Et finalement, ça nous donne les outils pour nous regarder penser. Ce qu'on n'est pas capable de faire simplement parce qu'on ne sait pas comment l'exprimer, en fait. Quand tu parles d'un nouvel ethos chirurgical, eh ben, tu m'apprends un concept qui est ce que c'est que l'ethos. Et juste le fait de connaître le mot me permet de parler, d'échanger avec toi. Donc, en fait, vous nous apprenez des mots, des concepts, des idées qui vont nous permettre de réfléchir à la manière dont on fonctionne. Et ce qui est quand même finalement le plus intéressant. Et le truc, c'est là où je ne sais pas, c'est est-ce que ce qu'on voit apparaître aujourd'hui, c'est-à-dire tous ces nouveaux outils qui est au bloc opératoire, vont nous donner du temps de cerveau disponible pour pouvoir justement avoir le temps de se regarder fonctionner et peut-être de fonctionner de manière plus apaisée, sans avoir des périodes d'épuisement telles qu'on peut les avoir chez certains blocs opératoires, ou au contraire, ça va nous donner tellement de productivité que ça va accélérer le phénomène. Et donc, c'est ça le sujet. Parce que c'est un peu le truc, c'est qu'aujourd'hui, quand on voit la productivité qu'on peut avoir, eh bien, il y a beaucoup de gens qui, plutôt que de se dire, je vais aller à la pêche et je vais prendre le temps de réfléchir et je vais me calmer, eh ben, ils travaillent encore plus. Donc, c'est une question qui me semble vachement importante. Donc, ça, j'aimerais bien qu'on vous continuiez à nous instruire quant aux mots qui vont nous permettre de nous regarder fonctionner. Et l'autre truc, c'est que, et ça, c'est une question que je pose à Nicolas et Clément, c'est est-ce que vous avez senti de la part de gens de plus de 50 ans, donc je suis juste à la limite, tu vois, une sorte de nostalgie. Est-ce que vous avez, là, je parle par exemple à des gens qui sont un peu plus vieux que moi encore, une sorte de nostalgie. Est-ce que les gens regrettent ce qu'ils ont vécu il y a quelques années? Que ça soit dans le personnel médical ou non médical, d'ailleurs. Alors, du coup, on n'a pas parlé à beaucoup de personnes de plus de 50 ans. C'est globalement une équipe assez jeune. Non, par contre, ce qu'on a pu voir, c'est que effectivement, il y a des choses, mais c'est âge indépendant pour le coup, mais il y a quand même une certaine nostalgie. Par exemple, au niveau du temps de travail des internes, c'est un vrai sujet, le temps de travail des internes. En entretien, on nous en a parlé en nous disant
alors, le propos, c'était pas de dire si c'était bien ou pas bien qu'ils travaillent que 48 heures par semaine, enfin, ce qui est déjà énorme, mais qu'ils travaillent 48 heures par semaine, qu'ils aient leur repos de garde, etc. Mais la question, c'était de se dire, avant, quand on a été formés, on passait beaucoup plus de temps au bloc opératoire. Donc moi, si aujourd'hui on a 8 internes, il y en a un qui est en salle, un qui est au bloc, un qui est pour les urgences, un qui est en repos de garde et un qui est parti sur une transplantation, en fait, finalement, le temps effectif qu'ils vont passer au bloc opératoire va être assez limité. Donc, c'était pas quelque chose de, parce que la personne qui nous a dit ça, c'est pas quelqu'un de très vieux, mais c'était quelqu'un, qui nous a dit, en tout cas, il y a un constat à faire. Je sais pas si c'est bien ou pas bien. Faudra voir, du coup, quel genre de chirurgiens ils seront dans 20 ans. Mais, cette reconfiguration du temps, cette réallocation du temps un peu différente, parce qu'on borne mieux le temps de travail aujourd'hui, etc. C'était quelque chose où, en tout cas, ça soulève des questions de l'ancienne génération, mais ancienne sans borne d'âge. Je crois que c'est très important ce que tu viens de dire parce que le temps de travail des internes, il y a un vrai sujet de discussion actuellement. Ça agite beaucoup notre communauté parce qu'en effet, c'est des normes européennes là, qui vont passer, qui vont être absolument claires. Les internes n'ont pas le droit de passer plus de 48 heures par semaine à l'hôpital. Donc, ça va poser des vrais problèmes de formation des internes au bloc, comme tu viens de le dire, parce qu'il y a quand même un côté formation manuelle. Et je pense que la réponse à ça, finalement, elle est quand même un peu technologique. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on ait des outils qui vont assister des chirurgiens qui, techniquement, seront moins bons que ceux qui y avaient d'avant. Pourquoi ? Parce que ceux qui avant ont eu le temps de se former. Et je donne un exemple qui me concerne moi. Mon ancien patron, Denis Castin, était un monsieur qui voyait très très bien en 3D des structures. Pourquoi ? Parce qu'il avait appris à faire de la chirurgie en utilisant de la scopie, enfin des images radiologiques en 2 dimensions, et il avait fabriqué les méthodes dans sa tête pour reconstruire en 3D. Et aujourd'hui, nous, on est assistés par des ordinateurs qui nous apportent des moyens de ne pas faire l'effort d'un reconstruire en 3D. Donc, je pense que ça va être un peu l'évolution comme ça. C'est-à-dire que les gens, en passant moins de temps en bloc opératoire, je crois, que ça va nécessiter des outils de simulation plus importants, que ça va nécessiter de l'assistance de manière plus importante, parce que c'est extrêmement difficile d'apprendre ce métier en étant peu de temps en bloc opératoire. Ça, c'est un vrai sujet. Je ne sais pas ce que tu en penses, Oriana. Je te voyais hocher la tête sur la 3D, et c'est bien si tu n'es pas d'accord, parce que ça nous permet de réfléchir. Non, je pense que la pratique est très importante. Après, il faut qu'on s'adapte aux normes. Donc là, on n'a pas de choix. Il faut qu'on trouve une manière de faire de la formation différemment. De la didactique, de la formation de façon différente. De toute façon, c'est la loi, il faut s'adapter. Et il faut qu'on identifie une manière d'apprendre aux internes et de les aider, pas seulement quand ils sont des internes, mais quand ils sont chirurgiens, de les supporter avec de nouvelles technologies, etc. Mais qu'on change notre manière de faire de l'apprentissage. Et ça, c'est culturel. Ça dépend aussi de notre génération. La culture de l'apprentissage en chirurgie est une culture très lente, surtout en chirurgie digestive, qui passait par la souffrance, par les sacrifices, etc. Il faut que nous, on change la manière de voir cette culture d'apprentissage, de faire l'apprentissage. Absolument. Cynthia, je vais te laisser conclure la session, puisqu'il est 16h28 et qu'on a dit jusqu'à 16h30. Et évidemment, je suis très, très content qu'on ait pu travailler ensemble et je suis très content que tu montes à la chaire de philosophie un séminaire l'année prochaine, précisément sur le sujet qui nous intéresse. Je trouve que c'est la démonstration du fait qu'on a réussi à t'embarquer dans une problématique qui visiblement vous intéresse. Voilà, tout à fait. Le but, c'est d'être encore une fois au long cours, de proposer un autre type d'exercice en binôme, comme ça, toujours de faire travailler ensemble et venant d'autres territoires des chirurgiens avec des spécialistes des SHS. Et puis, oui, il y a énormément de questions sur demain cette complémentarité entre classiquement l'intelligence humaine et puis
l'intelligence autre qui va venir transformer nos modes d'apprentissage. On a aussi un travail qu'on n'a pas nommé là dans les rappels avec Philippe Nuss sur tout ce qui peut venir accompagner les chercheurs à la fois pour se relaxer, etc., mais aussi pour avoir une qualité d'attention, de concentration, de réflexion. On a des points qui demain peuvent travailler comme ça autour de techniques avec la réalité augmentée ou que sais-je. Donc c'est c'est au travail au long cours. On vous donne rendez-vous en septembre et puis bientôt avec la publication déjà de cet état de l'art de façon plus conséquente. Merci beaucoup et merci beaucoup aux gens qui ont assisté à cette conférence que personnellement j'ai trouvée passionnante. Voilà, merci encore en tout cas à tout le monde et en particulier à Nicolas et Clément. Et puis, bravo. Ciao. Ciao, ciao.